Ce Maroc à deux vitesses, est-ce que c'est un enjeu de développement ou un enjeu de liberté avec un point d'interrogation selon vous? C'est que dans la société traditionnelle, précisément, si le pauvre est une épreuve pour le riche se doit de partager. On n'a jamais vu, durant le mandat d'une législature, d'un exécutif, autant de soupçons, de conflits d'intérêts et autres. Est-ce que dans une ville comme Casablanca aujourd'hui, et même dans d'autres, on peut prétendre vivre avec 2500 dirhams par mois? Ça, c'est la question qui devrait hanter les politiques. Est-ce qu'il faudra mettre beaucoup plus l'accent sur le développement et continuer à essayer de trouver les bons instruments et les bons outils pour créer de la richesse et continuer à en créer? La politique, c'est changer la vie. C'est une des plus belles définitions de la politique. On hyper-responsabilise les individus, le collectif n'existe plus, les syndicats sont pratiquement tous morts. Donc maintenant, vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même, à votre capacité de vous adapter. Bienvenue dans le format d'émission 7e Sens, Driss Jaidan. Merci beaucoup Rachid. Merci de vous revoir. Pareillement et de manière identique. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Sur un format qui a à la fois une tonalité philosophique et une dimension politique. Donc c'est des choses qui coïncident à votre ADN, me semble-t-il. Écoutez, c'est fort possible. 7e Sens, en tout cas, format dédié à donner du sens au sens avec vous, Driss Jaidan, aujourd'hui, sur une thématique à la fois philosophique et à la fois politique, Maroc à deux vitesses, qui a fait l'objet d'un discours le 29 juillet dernier par le souverain. Donc ce Maroc à deux vitesses, est-ce que c'est un enjeu de développement ou un enjeu de liberté avec un point d'interrogation selon vous? C'est les deux. C'est les deux, mais vous savez, c'est dans l'histoire des idées, on n'appelait pas ça forcément le développement, mais la prospérité ou la sécurité d'un côté, la liberté de l'autre, ça a même été une ligne de partage entre la gauche et la droite. Dans l'histoire, dans la vieille histoire des partis politiques ou des idées politiques, en tout cas en Europe, c'est que certains travaillent à la sécurité de la société. Alors la sécurité, ça peut être aussi bien la sécurité au sens où on l'entend, c'est-à-dire la protection de l'individu dans l'espace public, mais la sécurité économique, alimentaire, la sécurité aussi au sens sanitaire du terme, sécurisée, patrimonialisée aussi. Et la liberté, ça a été aussi les grands combats de gauche, liberté individuelle, liberté publique, liberté de penser, de voter. De sorte qu'aujourd'hui, dans un monde ou dans des mondes, dans des univers sociaux et politiques où en définitive la frontière est devenue pratiquement invisible et où à droite on peut avoir aussi un discours de gauche et vice-versa, on l'a bien vu, on peut faire les deux. On peut très bien réfléchir à la question de la prospérité, de la création de richesses, de la création d'emplois, et en même temps réfléchir à la question des libertés. On peut faire les deux. Quand on voit aujourd'hui un petit peu l'idéologie dominante, ce néolibéralisme aujourd'hui qui s'exprime un peu partout, cette nouvelle forme de mondialisation qui s'ancre, y compris chez nous, au Maroc, comment vous l'apercevez? Est-ce qu'effectivement on est vers une espèce de basculement aujourd'hui où cette notion de perspective de développement et de perspective d'extension du champ des libertés est en gestation? En mutation, bien sûr. Ça a toujours été notre discussion, j'aurais presque envie de dire, de tous les jours. Et disons que nous sommes un certain nombre à penser, en tout cas à émettre l'hypothèse, me semble-t-il, de plus en plus recevable, que nous sommes en train de sortir, peut-être définitivement, de ce qu'on a longtemps appelé la société traditionnelle. Alors, il faut s'entendre. Ça ne veut pas dire qu'on perd nos traditions. Ça ne veut pas dire que notre haute spiritualité et tout ce qu'elle constitue aussi bien comme règle éthique et comme manière aussi de se penser soi-même et de penser le monde, est en train de disparaître. Mais évidemment, ça évolue. Mais sortir de la société traditionnelle, c'est sortir d'un monde. Alors je dis définitivement maintenant. Cette sortie, elle a commencé il y a plus d'un siècle. Pour moult raisons, notamment l'arrivée de la technique de manière brutale qui est entrée chez nous par effraction, le colon, tout ce qui s'en est suivi. Mais c'est un autre débat. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est en train de vivre le moment, vous savez, où la mue est en train de s'opérer. Hein. C'est presque les soubresauts. Le mouvement, et en même temps le mouvement le plus complexe. Parce que on a commencé à sortir de cette société il y a pratiquement un siècle, mais la génération de mon père, par exemple, me racontait comment lui, d'une certaine manière,
continuer de vivre dans une société qui n'est pas celle de mes enfants ou des nôtres. De sorte que, nous étions encore suffisamment près des côtes. Les contours du monde que nous étions en train de quitter nous apparaissaient encore même de loin. Il se trouve que là, nous sommes un petit peu en haute mer. Alors, il y a des jours, c'est une mer d'huile, il y a des jours, c'est une mer agitée. C'est la mer des significations, des grandes mutations, des changements, des lames de fond. Tout cela, bien évidemment, nous arrive. C'est arrivé à d'autres. Est-ce qu'on en est conscient de ça au niveau sociétal aujourd'hui? Certains considéraient effectivement qu'en 2011, lorsqu'il y a eu un parti qui est arrivé d'ailleurs légitimement aux responsabilités, en l'occurrence le PJD, c'était l'arrivée de l'islam politique que la majorité des Marocains et des Marocains ne connaissaient pas. Donc ils ont découvert sur le tas, et puis au fil peut-être aussi des déclarations du chef de parti de l'époque, d'ailleurs qui est toujours aux responsabilités. Donc c'était un peu la grande découverte d'une idéologie, l'islam politique. Est-ce que alors aujourd'hui, on est face à un scénario quasi identique avec la découverte d'une autre idéologie? Des fois, parfois certains considèrent qu'il y a même des accointances entre l'islam politique et les néolibéraux, les néolibéralismes. Est-ce qu'en fait, valeur aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, les opinions publiques n'arrivent pas à le saisir. Je m'en prends à la personne qui incarne cette politique néolibérale, en l'occurrence le chef de gouvernement, le patron du RNI. Mais on s'en prend moins. Sa politique, on n'arrive pas on s'en prend plus aux politiques en fait qu'à la politique menée. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que au fond, d'une certaine manière, sans pourtant les renvoyer dos à dos, je les crois dans le contexte qu'on a essayé de décrire. Certes un petit peu rapidement, je crois qu'il faut aussi les prendre comme des symptômes. Un parti comme le PJD ne pouvait pas ne pas émerger précisément dans ce que j'appelle ce moment que nous vivons, qui commence il y a à peu près une vingtaine d'années. Cette accélération de ce qui est en train de se passer. Au sein même de la société. Au sein même de la société. Alors évidemment, on rajoute à cela deux phénomènes qui sont différents, qui ne sont pas les mêmes, à savoir la globalisation et la mondialisation. C'est pas du tout la même chose. La globalisation, c'est la globalisation des marchés. La mondialisation, c'est ce qu'on appelle, les étudiants de sciences politiques savent cela, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation des faits sociaux. De sorte que des choses qui se produisent au Japon, aux États-Unis, en Turquie, se produisent aussi, même chez nous. Regardez un peu les jeunes gens qui regardent des séries sur des plateformes que je ne vais pas nommer. On le voit à travers des modes de consommation au sens large. C'est aussi un des aspects du néolibéralisme, j'y reviens, pour répondre à votre question, que de nous proposer aussi des types de représentations qui sont finalement assez équivalents les uns des autres. Regardez par exemple des émissions sur 2M ou sur TVM ou sur Média, d'un point de vue de ce qu'on appelle les formats, au fond, ce sont à peu près les mêmes formats. C'est ça aussi, hein, comment dirais-je, la mondialisation des représentations. Mais plus importante, votre question sur le néolibéralisme. On a été, évidemment, je vais être obligé d'aller un petit peu vite. En tout cas, c'est mon hypothèse de travail. Nous avons été une société traditionnelle extrêmement hiérarchisée. C'est le propre des sociétés traditionnelles. Socialement. Très hiérarchisée. À cette réserve près que les hiérarchies peuvent aussi, parce qu'elles sont, j'allais dire, assez coupantes, assez tranchantes et très visibles, elles font que on va être tenu dans ces structures-là d'être équitable. Typiquement, si vous vous intéressez aux écrits spirituels, à la parole coranique, par exemple, ou à un certain nombre de hadiths, ça veut dire que nous vous avons créé aussi pour que chacun de vous soit une épreuve pour l'autre. De sorte que le pauvre est une épreuve pour le riche et le riche est une épreuve pour le pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce type de société, il y a une sorte de déjà-là qui fait que quelqu'un est né riche et quelqu'un est né pauvre. C'est ainsi, c'est le destin. Et insulter le destin ou ne pas l'accepter, c'est d'une certaine manière blasphémer. De sorte que si Dieu m'a fait pauvre, c'est qu'il a un dessein et un destin pour moi. Idem pour le riche. Mais, à cette réserve près, et c'est très important me semble-t-il, c'est que dans la société traditionnelle, précisément, si le pauvre est une épreuve pour le riche se doit de partager. Il est tenu de le faire. C'est son épreuve à lui. De partager la douleur, la souffrance, les craintes, les angoisses, de partager son patrimoine. Son patrimoine. D'où la zakat, hein, l'islam, quand même religion sociale. Hein. On pourra en reparler. D'où le fait également que le souverain, dans son discours, a demandé, enfin, dans la dynamique de son discours aussi, de revoir justement la zakat en saisissant le Conseil supérieur des oulémas. C'est intéressant. Vous dites, est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet? Absolument. Il y a à réfléchir aussi cette demande du souverain.
Donc, dans une société qui est hiérarchisée, où l'équité est nécessaire pour éviter la grande épreuve sociale, c'est-à-dire des soulèvements, au fond des fitnas généralisées, des épreuves généralisées, il y a ce principe. Dans le système néolibéral, vous n'avez pas ce principe, si ce n'est que vous avez un autre principe, qui est que c'est un système qui, et ça on le vérifie, les grands théoriciens de l'économie néolibérale nous ont beaucoup instruits sur cette question-là. Je pense à Stigler, je pense même à quelqu'un comme Hayek, qui lui était plutôt, qui allait dans le sens de ce système, c'est qu'il reconduit les lois naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le marché, c'est la nature. Le marché fonctionne comme la nature. Et d'une certaine manière, il faut le laisser faire. Laissons faire les lois de la nature. Donc ça nous renvoie à une sorte de darwinisme économique qui fait que les plus forts s'en sortiront et que les plus faibles disparaîtront et que la place laissée permettra justement de réinventer aussi, de reconstruire, de recréer. C'est tout le théorème de Schumpeter sur création, destruction. Mais en même temps, destruction créative, merci d'être précis. Mais lorsque vous avez d'un côté une société qui sort, c'était il y a 100 ans, c'était encore il y a 70 ans, 80 ans, qui a connu ces hiérarchies extrêmement visibles et acceptées par les uns et les autres, d'une certaine manière, avec l'équité qu'elle commandait, et un système néolibéral qui rentre de manière brutale, sachant que nous n'avons pas j'ai envie de dire, les 1000 ans d'histoire du capitalisme européen, d'accord, qui a fait qu'il a été pensé, remis en question, et qu'à un moment donné, on a posé aussi la question de l'égalité, des libertés, tout ce qui s'est produit par la suite, et donc aussi la question des protections sociales, d'un État social qui ne pouvait pas ne pas émerger, parce que ça aurait été, pour le coup, j'allais dire, des révolutions perpétuelles et des soulèvements perpétuels. Quand on se prend de plein fouet un système comme ça, qui est un système darwinien, qui reconduit les lois de la nature, c'est-à-dire le plus fort, si vous êtes au sommet de la chaîne alimentaire, tant mieux pour vous. Si vous êtes au bas de la chaîne, malheur aux vaincus. Donc, et qui fait qu'on ne peut pas ne pas se souvenir dans notre imaginaire, dans notre mémoire sociale et même politique, qu'on vient d'une société où l'équité avait encore sa place. Le choc entre les deux produit, j'ai envie de dire... Est-ce que nous sommes en plein dedans? On est en plein dedans. Donc, grosso modo, c'est le haut du panier, les riches qui ont toujours une position privilégiée et qui se protègent mutuellement et qui font, où il peut y avoir, parce qu'on l'a vu, on n'a jamais vu durant le mandat d'une législature, d'un exécutif, autant de soupçons, de conflits d'intérêts et autres. Une politique État social avec des aides directes pour les populations extrêmement défavorisées. Et on a vu durant ces dernières années, on le voit chiffres et statistiques à l'appui, alors j'allais dire quel terme je vais employer, une implosion de la classe moyenne. Oui. Est-ce que du coup ça résume et ça schématise en même temps parfaitement ce que vous venez de dire et la perception que vous avez aujourd'hui de la photographie Maroc en 2025 ? Modestement, moi je le vois à partir de ce que j'observe tous les jours et du modeste travail que j'essaye de faire et de l'entreprise de compréhension qui est la mienne. Ça prend du temps. Enfin, je ne suis pas le seul. Mais cela dit, ce qui me semble être un point important, c'est que la psychologie de la société traditionnelle est une psychologie de l'acceptation, entre guillemets, de la résignation, pour autant que l'équité fasse son travail. Donc justice sociale, justice réparatrice. Le riche finit toujours quand même par partager. C'est-à-dire de la redistribution qui soit juste. Qui ne disait pas son nom, mais qui en était à l'époque. Oui. À une société où, en définitive, une espèce de darwinisme, mais qui frappe d'autant plus fort que nous n'avons pas, j'ai envie de dire, des siècles de réflexion d'un État social qui est nécessaire. Nous découvrons l'État social depuis assez peu de temps. Ça fait très peu de temps qu'on le découvre, l'État social, comme nécessité. Il faut le mettre en place, ça prend du temps, ça prend des moyens. Mais en définitive, le moment est extrêmement complexe et il peut par moments être presque dangereux sur la question sociale. C'est que, tout simplement, ces deux systèmes où, finalement, on a conservé de la société traditionnelle la dimension hiérarchique, c'est comme ça. On a pris simplement le c'est comme ça, vous êtes pauvres. Et c'est comme ça, nous sommes riches. En faisant fi de la commande, presque, j'ai envie de dire, de la commande divine, qui était, attention, le pauvre est une épreuve pour le riche, il faut qu'il s'en occupe, mais tout ça est remplacé par les impôts. Mais qui paye les impôts? La classe moyenne, et évidemment, un certain nombre de grandes entreprises qui les payent, et d'autres qui, visiblement, les payent davantage, fort heureusement, aujourd'hui. Donc, on conserve cette dimension-là, cette espèce de c'est comme ça,
Et en même temps, on a un néolibéralisme qui, lui, fonctionne aux lois naturelles du marché, c'est-à-dire chaîne alimentaire. Au fond, si vous ne faites pas partie des plus forts, eh bien, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Et j'en veux pour preuve aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Bien sûr, allez-y. La grande mode du coaching, par exemple, qui consiste finalement à dire aux gens, le problème est en vous. Ça, c'est typiquement aussi une des ruses du néolibéralisme, qui individualise, qui crée des... Il y a un philosophe qui s'appelle Peter Sloterdijk qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Bulles, qui crée des petites bulles. La société est une société de bulles. Bon, nous sommes encore loin de ce schéma, mais on y entre toujours par le haut. Qu'est-ce que c'est que la grande ruse du coaching? C'est qu'en définitive, si vous avez des problèmes au travail, c'est pas à cause de l'environnement. Et même si c'est à cause de l'environnement, il va falloir que vous trouviez la solution en vous tout seul. C'est-à-dire qu'on hyper-responsabilise les individus, le collectif n'existe plus, les syndicats sont pratiquement tous morts, donc maintenant vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même, à votre capacité de vous adapter. Il y a un très beau livre de Barbara Stiegler, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, qui s'appelle « Il faut s'adapter » et qui est aussi une réflexion philosophique sur le fait que le système néolibéral est un système qui renvoie simplement à l'individu, à sa puissance, à son impuissance. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que Driss Jehan, vous faites partie de celles et ceux qui ne sont pas surpris par tout ce qu'on sait, grâce d'ailleurs au HCP, au commissariat au plan, cet accroissement des inégalités, qu'elles soient sociales ou territoriales? On le voit ne serait-ce que ces dernières années avec un coup d'accélérateur, même si ça a démarré avant 2021, 2018-2019 avec un coup d'accélérateur 2021, 2022, 2023. Est-ce que du coup, en fait, ce n'est que la conséquence directe et indirecte de l'idéologie politique qui pilote, qui domine en fait la conduite des politiques publiques dans notre pays? Est-ce qu'on peut prendre ça comme indicateur? Accroissement des inégalités sociales et territoriales. Oui, accroissement des inégalités sociales et territoriales, d'autant qu'il me semble que, comme vous, nous avons écouté, monsieur le chef de gouvernement, c'était la semaine dernière, oui, nous dire qu'on crée 2 ou 3 fois plus de richesses depuis quelques années. Mais cette création de richesses, est-ce que c'est une création de mieux-être pour les citoyens? Bien sûr qu'on a besoin de moyens pour les infrastructures. Là nous sommes confrontés, vous savez bien, à un grand rendez-vous en 2030 et il y a fort à parier que ça va très bien se passer d'un point de vue des infrastructures, de l'organisation, des investissements qui sont en cours. Mais il restera bien évidemment toujours la question sociale, c'est-à-dire les individus. Mais j'en reviens à l'idéologie néolibérale. Celles et ceux qui l'ont développée, il y a plusieurs siècles déjà. D'abord, ça a été le libéralisme. Avant, c'est quelque chose qui s'appelle le mercantilisme, donc c'est un terme encore plus brutal. Mais il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien, il l'avait théorisé. Est-ce que nous sommes capables, non seulement de le théoriser aujourd'hui, de nous intéresser aux effets pratiques des dimensions qui sont incluses depuis très longtemps dans cette idéologie? Est-ce que ça nous intéresse? Moi, il y a une question qui m'a toujours non pas hanté, mais en tout cas extrêmement interpellé, c'est est-ce que les partis politiques dans notre pays, prenons par exemple des chefs de parti ou des grands ténors de partis politiques, seraient-ils capables, à leur manière, de nous donner l'analyse du moment que nous vivons? Est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Est-ce qu'ils pourraient nous faire le plaisir ou l'honneur d'une magnifique leçon inaugurale sur ce que nous sommes en train de traverser comme société et comme individu? Le chef de gouvernement, il ne l'a pas fait jeudi dernier pour vous? Il s'est exprimé pendant 1h47, je crois d'ailleurs précisément, face aux caméras de 2 chaînes de services publics. C'était un peu l'exercice, me semble-t-il. 3e exercice médiatique pour Aziz Khanouch. Et l'exercice aussi de présenter son bilan, ce qui est un peu surpris d'ailleurs, avant l'heure. Est-ce que c'était pas ça? Est-ce que ce qui a été présenté par le chef de gouvernement jeudi dernier, c'était pas justement la photographie à l'instant T du Maroc et de ce Maroc en tout cas qu'il dirige en étant chef de gouvernement depuis octobre 2021? Instant T, avec tout le respect que j'ai pour monsieur le chef de gouvernement, ce que nous avons écouté, c'est un bilan positif. C'est comme cela qu'il a lui-même nommé. Est-ce que c'est le bilan positif d'une personne qui est animée par une idéologie mercantile? Non. Libérale? Non. Libéral, oui. Néolibéral, oui. Et on l'a déjà, je crois, vérifié de ce point de vue-là.
Et il ne s'en cache pas, mais ce n'est pas une honte. Donc son bilan, en fait, colle aussi à son idéologie. Oui, bien sûr. Après, moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas spécialiste, je serais incapable de le confronter sur les chiffres. Mais encore une fois, il s'est offert 1h47 à la télévision pour faire ce que d'autres auraient peut-être fait aussi à sa place. Est-ce qu'il l'aurait fait de la même manière? Je ne sais pas s'il l'aurait fait de la même manière. Peut-être qu'ils auraient été un peu plus modérés sur un certain nombre d'aspects, un peu moins triomphal ou triomphant ou triomphateur. Mais il est vrai que ça fait partie de son tempérament, qu'il nous a habitués aussi au fait que généralement ce que faisait son gouvernement était bien fait et que ce gouvernement travaillait très bien. Et que ceux qui le critiquaient n'avaient pas compris, mal compris ou étaient de mauvaise conscience. C'est ce qui me dérange le plus. Encore une fois, qu'un chef de gouvernement défende son équipe, défende son bilan. Même le PPS l'aurait fait, même l'USFP l'aurait fait, l'Istiqlal l'aurait fait, le PJD l'a fait. Et c'est de bonne guerre. Le jour où un chef de gouvernement, patron de l'exécutif, surtout élu, je crois pour la première fois depuis des décennies, tel qu'il l'a été élu, c'est-à-dire possédant toutes les manettes de la décision, et ça par contre on pourra en reparler, viennent nous dire « Ah mais vous savez, depuis pratiquement 4 ans, on n'a pas fait grand-chose, on n'a pas été très bon », ça vous ne l'entendrez jamais. D'autant qu'on est... Non mais, plus importante, l'idée qu'il fait son bilan à 1 an des élections, c'est un petit peu tôt. Mais ça, à la limite, j'imagine que les observateurs et les observatrices... Vous avez une idée, vous, pour essayer de nous éclairer sur le fait qu'il ait choisi ce timing 1 an avant les élections? C'est la première fois dans l'histoire du Maroc contemporain qu'on a un chef de gouvernement qui opère la présentation du bilan de ses 4 années de mandat, en fait de son mandat en tout cas, 1 an avant le terme de son mandat. Qu'est-ce qu'il faut y voir quand on est philosophe comme vous? Je crois qu'il faut un psychanalyste, là. Ou une psychanalyste. Moi, je crois qu'il... c'est une hypothèse, comme ça. Il fait probablement beaucoup plus le bilan de Aziz Akhanouch que de celui de l'exécutif. Donc pour vous, c'est plus le bilan de la personne du chef de gouvernement que le bilan de l'équipe gouvernementale? Je le crois vraiment. Enfin, moi je le crois. Driss Jedal aussi, je sais que vous êtes exprimé chez nos confrères de tel quel, entre autres sur ces enjeux de civilité, incivilité dans la perspective de la CAN 2025 ou 2030, comme si en fait effectivement il fallait aussi dénoncer ou s'offusquer de comportements inciviques, c'est comme ça qu'on dit aussi, parce qu'il y a une échéance continentale dans quelques semaines et une échéance internationale et mondiale dans 5 ans. Est-ce que là-dessus aussi, faut-il y voir un lien entre l'idéologie néolibérale, le libéralisme, l'accroissement des écarts sociaux et territoriaux, mais également aussi le fait qu'on se retrouve, notamment dans les grandes villes, qui ont été les premiers réceptacles de l'exode rural aussi, il faut aussi ne pas l'oublier, d'avoir des comportements qui ne soient pas aux normes citoyennes, si je peux dire. Alors, est-ce que c'est un effet du néolibéralisme? C'est un des effets aussi, mais il se trouve que sur la question du civisme ou de l'incivisme, il y aurait beaucoup à dire. Prenons l'hypothèse d'un système économique, d'une économie qui brutalise les individus. Et c'est le cas. Beaucoup d'individus subissent une violence. Le système néolibéral aujourd'hui, peut-être finalement depuis... j'ai envie de dire depuis l'arrivée de M. Akhanouch. Encore une fois, ce n'est pas de sa faute, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je ne le crois pas suffisamment puissant pour diriger les grands fondamentaux d'une idéologie telle que l'idéologie néolibérale. La sienne, oui, mais pas celle-là. Mais il se trouve que là, maintenant, la violence est visible. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on en dise, la question sociale n'est pas le cœur du problème. La question sociale n'est pas, je crois, vraiment ce qui intéresse l'exécutif. Et de ce point de vue-là, moi j'ai plutôt le sentiment que depuis 4 ans, on a accéléré sur ce qui crée de la richesse en pensant que ça créerait des emplois et que ces emplois permettraient justement de juguler un certain nombre de tragédies sociales au quotidien. 2 arguments ont été cités par monsieur le chef de gouvernement, le post-Covid, et la gestion du post-Covid et la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Et les années de sécheresse également. La sécheresse,
on connaît au Maroc. C'était violent au niveau du monde agricole, pas le monde rural, mais le monde agricole. Et on a vécu pire que cela à la fin des années 80, malheureusement. Ça a été pire. Et on s'en est quand même sorti, mais avec beaucoup de difficultés. Donc ce n'est pas comparable. On a beaucoup plus de moyens aujourd'hui. En comparaison avec ce qui s'est appelé le plan d'ajustement structurel, le Maroc, par rapport à ce Maroc-là, est riche et beaucoup plus puissant, fort heureusement. Sur la question de la guerre en Ukraine, moi je ne suis pas spécialiste de l'énergie, mais d'un autre côté, les prix ont augmenté de manière, à un moment donné, quasi, j'ai envie de dire, on n'arrivait pas à juguler cette inflation. Aujourd'hui, on nous dit, monsieur le chef de gouvernement, on nous dit que l'électricité n'a pas tellement augmenté, que l'énergie n'a pas tellement augmenté. Grâce à l'effort budgétaire de l'État, subventionnant l'ONE, par exemple, concernant l'électricité et l'énergie. Mettons que ce soit quelque chose qui a été mis en place par son gouvernement et qu'il ait raison de ce point de vue-là, mais il faut le féliciter. Quand les gens font bien les choses, eh bien, il faut les féliciter. Ça a été de l'excellent travail, pourquoi pas. Même si un certain nombre de nos compatriotes trouvent qu'une facture de 50 dirhams d'électricité, c'est cher. Si vous allez à la Harawiyen, par exemple, pour certaines personnes, même 30 dirhams, c'est un prix exorbitant. C'est ça la question sociale aussi. C'est qu'à un moment donné, très bien, sur le dossier de l'énergie, on a été plutôt bon, mais sur les autres, il y a encore beaucoup de travail. Ce que je pense, c'est que cet exécutif, même s'il travaille forcément bien, vous savez, il y a une chose dont il faut se convaincre, c'est que les ministres d'un gouvernement de Sa Majesté, quel qu'il soit, sont des gens qui travaillent beaucoup, sont des gens qui, à leur manière et en fonction de leur idéologie ou de leur vision, aiment le Maroc, ils aiment leurs compatriotes, ils veulent probablement faire du mieux possible, mais évidemment à partir des leviers qui sont les leurs et de la vision qui est la leur. Il se trouve que nous connaissons tous un certain nombre de membres de ce gouvernement qui, pris pour tels, sont des gens sympathiques, travailleurs, compétents, même souvent brillants. Mais la question qui se pose, parce qu'on entend très peu de discours sur la question sociale, on entend très peu de discours véritables, efficaces sur la création d'emplois, sur l'éducation. Quand l'exécutif parle de politique sociale, c'est la politique de redistribution via les aides directes qui sont chiffrées 32, 34, 35 et ça va finir à 36 milliards de dirhams chaque année pour financer les aides directes avec un pécule, une espèce d'une allocation minimale de 480 dirhams. Ça peut aller jusqu'à 1000 dirhams selon la taille du foyer et du ménage. C'est essentiellement ça. Et l'assurance maladie obligatoire. Donc est-ce que pour vous, il est aussi dangereux de réduire la question sociale au versement des aides directes et à la prise en charge via l'assurance maladie obligatoire et la généralisation de la couverture médicale? C'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est largement insuffisant. La question sociale ne se limite pas qu'à cela. Alors là, je vais un petit peu déborder sur l'action de ce gouvernement et son idéologie. Mais il y a une chose dont il faut se convaincre et une chose à laquelle il faut penser aujourd'hui de manière, pour le coup, urgente. La question des salaires au Maroc. La question des salaires. Beaucoup d'entreprises versent des salaires qui sont quasiment ridicules. Dans une ville comme Casablanca, songez qu'un vigile, d'accord, gagne 2500 dirhams par mois, payé en cash, souvent. Alors, je ne peux pas citer les entreprises. Il y en a probablement une ou deux qui travaillent bien. Mais il n'y a pas que forcément cette activité, ce métier, d'ailleurs. Je pense, par exemple, aux gens qui font ce travail qui consiste à ramasser nos ordures, les éboueurs. Combien est-ce qu'ils gagnent? C'est-à-dire que l'écart entre ce qu'on appelle les petits métiers de tous les jours et d'autres métiers est trop important. C'est ça aussi la question des disparités. Qu'est-ce que c'est qu'un État social? Qu'est-ce que c'est qu'une vision sociale? C'est une vision qui consiste à dire, eh bien, nous ne pouvons pas tolérer que parmi nous, certains vivent avec presque, j'ai envie de dire, des salaires de misère, les salaires de la peur. Le minima des minima. On ne peut pas accepter, vous savez, il y a eu une expression qui était les damnés de la terre, les communistes et les socialistes s'en servaient, il ne s'agit pas de caricaturer tout cela. Et le problème, si vous voulez, de l'idéologie néolibérale, ce n'est pas qu'elle crée cela, c'est qu'elle considère qu'à partir de la théorisation qui est la sienne, on ne peut pas ne pas y couper. Si on veut aussi créer des richesses, si on veut, selon Schumpeter et d'autres, et j'ai envie de dire les grands néolibéraux, qui ont d'ailleurs aussi été à l'origine de grandes dévastations sociales dans certains pays d'Amérique du Sud. Hein. Si on veut, pour demain,
des entreprises florissantes, des investissements importants, plus de touristes, ce qui est vrai en même temps, eh bien, la casse est nécessaire. C'est-à-dire la destruction est nécessaire. Et donc, ben c'est comme ça. Il y aura dans notre société, entre guillemets, des sacrifiés. Je ne dis pas que c'est facile de le dire ou de l'admettre, mais c'est ça une idéologie. C'est qu'en définitive, l'ennemi, ce n'est pas la misère. L'ennemi, c'est la décroissance, c'est de ne pas créer de richesse, c'est de ne pas créer beaucoup plus de moyens pour pouvoir investir sur le long terme. Donc c'est une vision à part. Certains y ont beaucoup adhéré. Moi, ce que je crois, c'est que dans un pays comme le nôtre, précisément, du fait de la société que nous avons été, d'où nous venons, nous n'avons pas 500 ans de strates, de sédiments... De développement, d'expérience, de retour d'expérience en développement. De réflexion sur ces questions-là. Et nous sortons d'un moment, nous quittons, j'ai envie de dire, un continent qui fut le nôtre, avec ses règles, une civilisation, nous sommes une civilisation, avec son éthique, avec son esthétique, avec tout ce que nous avons été. Et nous nous retrouvons aujourd'hui face à une économie brutale, une idéologie qui violente un certain nombre de nos compatriotes, dont nous ne connaissons pas véritablement ce qui la fonde. Les ressorts, parce qu'on ne les a pas inventés. Et quelque part, ce qui est assez étonnant, c'est que écoutez, ça passe sans véritablement choquer. Et donc on dit c'est comme ça. Et presque de manière un peu fataliste. Il n'y a que ce modèle qui fonctionne, c'est le seul que nous allons appliquer. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir autrement, sans pour autant détruire le réel aujourd'hui, mais en se posant la question précisément de la précarité, de la vulnérabilité. Ça, par contre, c'était le travail de la gauche. On l'entend pas beaucoup là-dessus, mais vous savez ce que j'en pense. Je fais partie des gens je suis un grand déçu de la gauche de ce point de vue-là. Mais précisément, est-ce qu'on peut tenter, autant que faire se peut, sans pour autant simplement considérer que 490 dirhams, parce que ça a été calculé, parce que ça a été budgété, parce que, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, changer la vie de celles et ceux à qui on s'adresse. Enfin, soyons tout simplement, faisons preuve de bon sens. Est-ce que dans une ville comme Casablanca aujourd'hui, et même dans d'autres, on peut prétendre vivre avec 2500 dirhams par mois ? Ça, c'est la question qui devrait hanter les politiques. Mais non, ce qu'on entend beaucoup, c'est « oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? C'est comme ça. » Eh bien, justement, la définition de la politique, c'est de refuser le « c'est comme ça ». La politique, c'est changer la vie. C'est une des plus belles définitions de la politique. Et mener des combats pour cela. On a démarré le débat 7e sens, cette émission de débat avec vous, Dri Jeydan, avec comme thématique Maroc à deux vitesses, un enjeu de développement ou un enjeu de liberté. On arrive au terme de cette émission et de ce format de débat 7e sens. Est-ce que pour vous, dans la perspective, la trajectoire qui est la nôtre, est-ce qu'il faudra mettre beaucoup plus l'accent sur le développement et continuer à essayer de trouver les bons instruments et les bons outils pour créer de la richesse et continuer à en créer avec le modèle qui est le nôtre? Ou alors il faudra nécessairement se pencher beaucoup plus sur l'espace et la superficie des libertés pour faire en sorte aussi que l'individu puisse penser, réfléchir, respirer un peu plus. Moi, comment ne pas être évidemment d'accord avec la deuxième proposition, bien sûr. Mais encore une fois, il y a un vieil auteur de droite, malheureusement, pour moi, mais qui avait posé une question assez pertinente, la liberté, pourquoi faire ? Est-ce qu'on est libre sans moyens aujourd'hui ? Est-ce que, malheureusement, enroulé dans une couverture, dormant sur un trottoir, n'ayant pas de quoi prendre un café, n'ayant pas de quoi se nourrir, est-ce que vous pensez que, malheureusement, on se pose la question de la liberté de conscience, ou de la liberté de voter, ou de la liberté d'expression ? De sorte qu'une société décente est une société qui fait les deux. Plus les individus vivent mieux, pour le dire simplement, et plus ils se poseront des questions qui, justement, toucheront à l'intime, c'est-à-dire la conscience, à l'expression ou à la liberté de penser. Mais c'est malheureux parce que c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est, encore une fois, qu'une société décente ? C'est une société dans laquelle les individus, hommes et femmes, disposent de suffisamment de moyens pour pouvoir réfléchir. Vous savez pourquoi ? Parce que les sociétés où on réfléchit, où on pense, où on débat, on se pose des questions,
sont des sociétés beaucoup moins dangereuses que les sociétés où, en définitive, à un moment donné, on s'en remet à l'instinct, parce que la pauvreté, la misère, ça nous renvoie malheureusement à ce qu'il y a de plus instinctif chez nous, l'instinct de survie. Il faut se méfier de l'instinct de survie. Lorsqu'il prend trop d'espace, trop de place, par exemple, eh bien, il y a des questions à se poser aussi, et ceci dans toute société. Et peut-être qu'effectivement, ces incivilités qui ont été pointées du doigt ces dernières semaines, c'est peut-être aussi un corollaire à ce que vous dites. Et que fondamentalement, faire le procès de celles et ceux qui n'ont pas forcément un comportement civique sur nos routes ou sur nos trottoirs qu'on croise, c'est peut-être aussi la conséquence de politiques au sens large qui sont menées. Je vous donnerai un petit exemple. Oui. J'avais fait un petit texte là-dessus. Les jeunes livreurs à moto qui ne respectent pas le code de la route, qui se mettent en danger physiquement, qui mettent en danger aussi nos concitoyens. Lorsqu'on discute avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, si je respecte la loi, je ne peux pas gagner ma vie. Et vous avez là, non pas un paradoxe, mais une double contrainte qui est terrible, qui est que précisément pour pouvoir gagner sa vie, il faut devenir hors la loi, d'une certaine manière. Ça fait partie de cette idéologie dont on parlait tout à l'heure, qui est brutale. D'un autre côté, on peut faire deux choses sur le civisme. Un, les verbaliser, eux, ces jeunes livreurs, parce que c'est la loi, parce qu'on ne brûle pas des feux rouges. Et on reste... Ces jeunes livreurs sont des populations extrêmement vulnérables socialement. C'est ce que j'allais vous dire. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire aussi, c'est aller poser des questions aux entrepreneurs soi-disant extrêmement libéraux, très lisses et qui nous tiennent des discours souriants et bonhommes sur la manière dont eux traitent les gens. Parce que ces entreprises-là, je n'ai aucun problème à le dire, ce sont des entreprises qui reconduisent des formes d'esclavagisme. Or, on a à se poser la question dans notre société du travail. Qu'appelle-t-on réellement le travail dans la société aujourd'hui, tel que nous le vivons et tel qu'il fait que sans travailler, on ne peut pas vivre. Mais attendez, est-ce qu'il suffit tout simplement de dire à des jeunes gens, si tu n'es pas content, il y en a 15 000 comme toi, c'était la fameuse armée de réserve du capitalisme, il y a 15 000 bons hommes comme toi, qui seraient prêts à gagner la moitié de ce que tu gagnes. Ben moi, c'est ce que j'appelle des formes de... C'est malheureusement le fascisme néolibéral. Voilà. Donc on a commencé avec le néolibéralisme, on finit avec le néolibéralisme. Et je vais vous dire, pour notre pays, nous n'en voulons pas. C'est ce qu'a également dit le souverain dans son discours du 29 juillet 2025. Et c'est un rappel à l'ordre, et c'est l'ordre du discours, et il faut tous s'en féliciter. Merci. Drijeda, je ne vais pas dire, je vais vous féliciter du contenu du débat. Je laisserai les auditrices et les auditeurs, bien entendu, le faire. On aurait pu en parler pendant des heures, mais complètement. Voilà, on se reverra. Merci en tout cas une fois de plus à vous, Drijeda. Je rappelle, écrivain et enseignant, voilà. Et qui a pris son temps aussi pour partager son approche philosophique des grands sujets du moment et de ceux aussi qui pourraient se profiler dans un horizon avec une temporalité quasi immédiate, en tout cas sur le court et moyen terme. Ça arrive. Ça arrive, voire ça arrive vite. Merci une fois de plus. Merci. Drijeda, et à bientôt. Merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.